Bonjour à tous, je m'appelle Florian Louis, je suis account manager chez les Miami Heat et on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo de All About Sport. Salut Florian. Stop, avant que la vidéo démarre, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner à la chaîne. C'est le meilleur moyen pour moi de pouvoir réaliser de futures interviews encore plus intéressantes pour vous. N'hésitez pas aussi si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez que je traite en interview. Bonne vidéo. Écoute, très content d'échanger avec toi pour un nouvel épisode, pour une nouvelle vidéo et pour découvrir un nouveau métier, puisque sans rentrer dans les détails, donc je travaille pour une franchise NBA, donc les Miami Heat. Avant d'entrer vraiment dans les détails, de comprendre ton métier, de comprendre ton parcours, déjà, comment vas-tu? Et est-ce que tu peux nous parler de la période, entre guillemets, Covid en NBA? Quel est le contexte actuel en tant que Français? C'est vrai qu'on ne sait pas forcément. Oui, bonjour, merci beaucoup Hugo là, de donner l'opportunité d'échanger avec toi. Ça me fait très plaisir de pouvoir partager mon expérience aux États-Unis. C'est vrai que le contexte actuel est un peu difficile, un peu compliqué parce que avec la NBA, on est soumis aux mêmes restrictions sanitaires et du coup aux États-Unis, tout ce qui se passe en ce moment, c'est pareil, on subit les mêmes protocoles. Donc, pour le moment, la saison en fait a démarré sans qu'on puisse accueillir des fans. On a passé la dernière saison, la fin de la dernière saison à partir de mi-mars. La saison s'est arrêtée pour nous. Et ce qui s'est passé ensuite, ils ont basculé dans le mode bulle. Ça veut dire que toutes les équipes qui étaient qualifiées en fait pour la fin du championnat et les playoffs se sont retrouvées à Orlando et elles se sont retrouvées vraiment totalement isolées. Et Orlando, en fait, est une ville aux États-Unis qui a les parcs Disney, et le parc Universal, et ils ont aussi énormément de terrains de sport. Chaque week-end, ils accueillent énormément de compétitions pour les enfants. Et donc, c'est pour ça qu'ils avaient à disposition en fait énormément d'hôtels, de terrains, ce qui permettait à toutes les équipes de pouvoir s'entraîner, de tourner et aussi d'avoir différents lieux où ils pouvaient disputer les matchs. Donc, ça a été ce format-là en fait de bulle vraiment où personne ne pouvait rentrer et toutes les personnes qui étaient là-bas en fait restaient constamment dans la bulle, ne pouvaient pas en sortir non plus, sauf cas exceptionnels. Et donc, tout ce championnat-là, en fait, c'est terminé et on a terminé, si je me rappelle bien, aux alentours de, c'était quoi, septembre ou octobre. Et en fait, la nouvelle saison a redémarré très vite. On a redémarré en fait très vite au mois de fin décembre, aux alentours du 23 décembre, c'est là où la nouvelle saison a repris. Et ce qui s'est passé, c'est que ils ne pouvaient pas, ils ont décidé de ne pas faire une nouvelle bulle. Ils ont décidé de quand même retourner dans les différentes arénas en fait. Simplement, pour le moment, ils ont décidé de ne pas avoir de fans. Ok, écoute, pour un peu comprendre ton parcours, c'est vrai que j'aimerais aussi savoir, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une belle histoire, quoi. C'est un peu le Français qui a atteint la NBA, tu vois. Est-ce que tu peux m'expliquer ton début de parcours quand tu étais jeune? Est-ce que tu te voyais travailler dans le sport? Est-ce que tu étais fan de basket, des hits peut-être déjà? Alors, c'est marrant parce que quand j'étais jeune, j'ai toujours eu une attirance pour aller vers l'étranger. Je savais pas forcément exactement ce que je voulais faire. J'ai toujours aimé le domaine du commerce. C'est toujours quelque chose qui m'a plu. C'est vrai que c'est toujours quelque chose qui m'a attiré, que ce soit l'échange avec les gens, essayer de les convaincre. Il y avait toujours cette notion-là. Grandissant, j'ai toujours aimé cet aspect-là. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'avais des opportunités pour pouvoir aller vers l'étranger. Et du coup, c'est dans mon parcours, c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire. J'essayais toujours de privilégier, de pouvoir parler anglais quand je le pouvais, de pouvoir essayer de voyager quand je le pouvais, dès qu'il y avait des opportunités. Même plus jeune, par exemple des échanges extrascolaires ou des choses comme ça, j'ai toujours essayé d'y prendre part parce que voilà, ça me donnait une opportunité de pouvoir voyager et de vraiment toujours découvrir. J'ai toujours eu cette curiosité d'apprendre, découvrir des nouvelles cultures, des nouvelles langues, vraiment essayer de découvrir un maximum de choses. Et le sport, ça a toujours aussi fait partie de ma vie. Toute ma vie, j'ai fait des sports collectifs comme n'importe quel garçon grandissant en France. J'ai fait un peu tous les sports, que ce soit
J'ai fait des sports de combat, des sports collectifs, j'ai fait du foot, j'ai fait du basket aussi pendant plusieurs années. Et c'est vrai que j'aimais beaucoup le basket. Mais c'était pas forcément quelque chose, un univers dans lequel je me disais, oh, bah, j'aimerais bien évoluer plus tard. C'est quelque chose que je pourrais faire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à la fin de ma première année à l'école de commerce de Pau, en fait, ils nous donnaient l'opportunité de partir pendant 6 mois à l'étranger. Pour moi, ça a été une expérience extraordinaire. En fait, j'ai choisi de partir en Australie. Et du coup, je suis Ok. parti à peu près 5 mois en Australie. Donc, ça a été vraiment une très bonne expérience. Et du coup, après, voilà, 5 mois en Australie, j'ai voyagé un peu. Je suis allé aux Fidji, je suis allé en Nouvelle-Zélande. Après, je suis revenu, je suis allé en Angleterre, je suis allé en Écosse. Donc, du coup, pendant ces 6, 7 mois, j'ai vraiment pris une bouffée d'air frais qui m'a vraiment renforcé dans cet aspect international et ça m'a vraiment conforté dans le fait que je voulais m'exporter. Je te coupe dans ce que tu me dis. Donc finalement, Mhm. on se rend compte qu'avec tes expériences, ça t'a fait prendre conscience que le sport, c'était quelque chose qui t'intéressait. Après, tu as eu d'autres expériences, notamment donc, à Team One Group, qui est une autre agence, en passant les détails, mais du coup, plein d'expériences. Et moi, j'ai envie de savoir, avec Exactement. tous ces bagages-là, comment derrière, tu arrives à atteindre les hits qui sont finalement une franchise d'un autre pays où c'est pas une opportunité, c'est pas, on n'appelle pas au téléphone en essayant de parler en anglais et puis ils vous recrutent, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Comment tu as eu l'opportunité de bosser là-bas? Oui, alors c'est vrai que du coup, comme tu disais, je travaillais pour l'agence Team One après, donc j'étais sur Toulouse, j'habitais en France et ma femme est américaine. Et en fait, ma femme vivait en France avec moi, elle a vécu en France avec moi pendant à peu près 1 an et demi. Mais du coup, je sentais qu'elle avait envie de revenir au pays. C'est vrai que c'est pas toujours simple d'être expatrié. Et moi, comme je t'expliquais plus tôt, j'avais vraiment d'être à l'étranger. Donc, quand elle m'a dit, voilà, j'aimerais bien peut-être retourner aux États-Unis, moi, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai dit, ouais, avec plaisir, pourquoi pas. Et du coup, je suis parti aux États-Unis à peu près 6 mois après. Et après qu'on ait eu cette discussion. Et quand je suis arrivé, j'étais là, pareil, ça y est, c'est là. J'arrive dans vraiment cet univers génial. Il y a les plus grands sportifs du monde, c'est les superstars. Moi, ça fait 5 ans que je bosse dans le sport. Je vais arriver, je vais aller voir et en gros, je vais trouver un sport. Et ça a été vraiment un peu la douche froide parce que je me suis rendu compte que le pays était beaucoup plus gros et que là-bas, tout le monde veut bosser dans le sport. En fait, c'est vraiment les Américains ont cette culture du sport. C'est vrai qu'il te suffit de te balader 2 secondes dans la rue pour voir tout le monde porter les maillots, les casquettes, non-stop. Et ici, tout le monde veut travailler dans le sport. C'est vraiment quelque chose euh, très bizarre, contrairement à la France. Parce que nous, en France, là, si je devais faire un parallèle, c'est en France, souvent les gens rêvent d'être sportifs de haut niveau, plus que vraiment travailler dans le sport business. Alors qu'aux États-Unis, il y a vraiment les deux, quoi. Bien sûr, il y a énormément de gens qui veulent devenir athlètes de haut niveau, mais tu as aussi énormément de gens qui se disent dès le départ, bah, il n'y a aucune chance que je devienne athlète de haut niveau. Donc, quelle est ma seule chance de travailler dans le sport? Bah, c'est de faire du marketing, du commercial. Et du coup, ici, tout le monde veut travailler dans le sport. Donc, c'est vrai que quand je suis arrivé, je ne me rendais pas compte à quel point euh, il y avait autant de gens qui postulaient pour chaque travail. C'était vraiment un peu la désillusion. Et ce qui s'est passé, c'est que après, par contre, les Américains, là où ils sont très forts, c'est tout ce qui est réseau. Réseau, créer un réseau pro, être connecté à différentes personnes dans différents entreprises, lieux, universités. Et ça a été quelque chose, moi, sur lequel j'avais un peu pêché au début de ma carrière. C'est vrai que après mon expérience à Sportis, j'ai eu un peu de mal à retrouver une autre expérience parce qu'au début, j'avais pas compris cette notion de réseau. Je l'avais pas assez assimilé ou je l'avais pas assez
découverte. Je m'étais pas assez connecté aux gens. Je m'étais focalisé sur mes compétences et sur ce que j'avais appris, sur ce que je connaissais, et je pensais que ça allait m'ouvrir des portes. Alors que non, c'est vraiment qui tu connais, qui peut te connecter. En fait, après, forcément, tu as besoin des connaissances parce que c'est quelque chose d'important. Mais du coup, c'est vrai que cet aspect réseau est quelque chose que j'avais négligé. Et du coup, quand je suis arrivé aux États-Unis, je me suis très vite rendu compte que c'est ce qui te permettait d'ouvrir toutes les portes. Donc, du coup, j'ai vraiment essayé de trouver qu'est-ce qui pouvait me permettre de me connecter à certaines personnes. Et en fait, aux États-Unis, il y a différentes sociétés qui ont un peu le monopole sur les annonces de jobs dans le domaine du sport. Donc, il y a deux, trois sociétés comme ça et elles organisent en fait euh, des événements où tu peux venir, par exemple, ils organisent un événement au Miami Heat et ils disent, oui, ben, écoutez, aujourd'hui, on fait un événement au Miami Heat, donc tu vas venir sur l'événement, ça te coûte 30 $. Et donc, le format, c'est pendant 1 heure et demie que tu vas pouvoir écouter des gens des Miami Heat parler, te parler de leur expérience, de ce qu'ils font. Ensuite, tu pourras aller leur parler directement, te connecter à eux, parler d'un peu de qui tu es. Et ensuite, derrière, tu as un billet de match qui est inclus là-dedans. Donc, c'est un format très populaire. C'est vraiment, ça grandit énormément. Il y a beaucoup de gens qui se mettent sur ce créneau-là. Et en fait, du coup, moi, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'avais dû arriver, je crois que je suis arrivé en juillet 2016. Et du coup, j'ai fait un premier événement en décembre 2016. C'est là où, du coup, ça m'a vraiment permis de me rendre compte qu'est-ce que je devais faire pour pouvoir accéder à ces jobs-là, où j'étais un peu qu'est-ce qui me manquait pour vraiment atteindre ces jobs-là. Et en fait, je me suis rendu compte que si en France, peu importe à qui tu parles, les gens connaissent au moins le rugby, le top 14. Moi, j'avais énormément d'expérience dans ce domaine-là. Et je me suis rendu compte que quand tu vas aux États-Unis, personne ne connaît ça. Donc, en fait, j'ai dû énormément travailler sur faire comprendre aux gens, oui, tu connais peut-être pas le sport dans lequel j'ai fait ça, mais il faut que tu comprennes que j'ai ces compétences-là et que je suis assez bon pour pouvoir les transférer et les transposer aux États-Unis dans un nouveau sport. Donc, ça a été tout un processus. Et donc, j'ai rencontré quelques personnes lors du premier événement. Et en fait, après, derrière, je me suis retrouvé à faire un autre job. Donc, j'avais un peu abandonné cette idée. Et arrivé un moment, en fait, j'ai voulu retourner dans le sport. Et je suis retourné à un événement comme ça de networking event. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis retourné, j'ai vu à nouveau la même personne que j'avais vue lors du premier. Il me dit, ah oui, je me rappelle de toi, mais l'autre fois, on n'avait pas eu trop le temps de parler. Et du coup, on a commencé à parler un peu plus. Il s'est rendu compte, il s'est dit, ah, tu as l'air de savoir de quoi tu parles. Et en fait, j'ai eu de la chance, hein. C'est vrai que mon timing a été bon parce que lui, en fait, ça faisait à peu près 10 ans qu'il travaillait avec les hits. Et il était arrivé un peu à un tournant. Il avait fait un peu le tour de toute la question de, de, de il avait fait un peu tous les différents postes de commerciaux, que ce soit compte manager, gestion de grands comptes ou des choses comme ça. Et en fait, il voulait créer quelque chose qui soit lié au tourisme. Et c'est vrai que moi, quand j'étais chez Team One, on travaillait sur la Coupe du Monde de rugby. C'est vrai qu'on travaillait aussi sur le tournoi destination. Donc, j'étais habitué en fait à amener des clients sur les événements sportifs. Et du coup, gérer un peu cet aspect de tourisme sportif. Et du coup, lui, ça lui a énormément plu parce que il était, il essayait de travailler vraiment sur comment on peut attirer tous les touristes et les faire venir. Parce que Miami, c'est une ville où on a énormément de tourisme du monde entier. C'est comment tu peux capter ces gens et les faire venir à l'arena. Et du coup, le fait que moi, j'avais travaillé dans ce domaine-là, en fait, l'a vraiment attiré. Et il m'a dit, tu sais, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Et en fait, il s'est passé à peu près 4 5 mois derrière d'échanges, d'entretiens. Et il a voulu me faire passer un dernier entretien avec un des responsables et ça s'est bien passé. Et en fait, c'est comme ça que j'ai pu rentrer chez les Miami Heat, en fait, du coup, Ok. et travailler dans ce domaine-là. Ok, donc en fait, tu intègres le club à ce moment-là. Qu'est-ce qui t'a impressionné aussi bien sur la ville, donc Miami, que sur la Mhm. franchise quand tu arrives pour la première fois là-bas, quoi? Alors, c'est vrai que la ville, c'est une ville qui est un peu particulière dans le sens où quand tu parles aux gens ici, beaucoup de gens disent que
c'est pas forcément les États-Unis. C'est vrai que il y a un côté très Amérique latine dans la ville de Miami. Il y a cette double culture vraiment latine parce qu'on a énormément d'immigrés. Forcément, on a énormément de Cubains, énormément d'Argentins, de Colombiens, de Vénézuéliens. Donc, c'est vraiment une ville melting pot où tout le monde parle espagnol, à part moi. Et du coup, c'est vraiment c'est quelque chose de très marqué dans la ville. Donc, c'est vrai que quand tu marches dans la rue, autant de l'anglais que de l'espagnol, c'est quelque chose de très marqué ici. Et du coup, mais après, la ville est très sympa, c'est très dynamique, c'est très touristique. Donc, c'est vrai que c'est toujours très vivant. C'est pas, on n'a pas de, et en plus, on a de la chance d'avoir un temps exceptionnel toute l'année. Donc, c'est pas comme certaines villes touristiques ou balnéaires qui vraiment, durant l'été, c'est le boom et durant l'hiver, il se passe rien. Nous, c'est vrai que durant l'été, il fait très, très chaud et on reçoit tous les touristes d'Europe. Et durant l'hiver, il fait très, très froid dans le reste des États-Unis et au Canada. Et du coup, on a toutes ces, ils appellent ça des snowbirds. On a toutes ces personnes qui viennent en fait des coins froids des États-Unis pour passer tout leur hiver à Miami. Donc la ville est constamment dynamique, il y a énormément d'événements. Donc quand je suis arrivé, moi j'ai trouvé la ville vraiment très intéressante. Beaucoup de musique, beaucoup d'art. C'était vraiment quelque chose de très dynamique. Donc la ville m'a plu très vite. Et en fait, derrière, comme tu me parlais de ce qui m'a impressionné, par exemple, chez les Heat quand je suis arrivé, c'est vrai que le sport aux États-Unis, c'est le mot qui me vient toujours en tête, et quand j'essaye de l'expliquer aux gens en France ou en Europe, c'est superlatif. Tout est, tout va plus vite, c'est plus d'argent, c'est plus gros, tout est, tout est question de superlatif ici. C'est vraiment, c'est impressionnant. C'est que ce soit l'aréna, les gens qui viennent, il y a quelque chose de vraiment énorme. Et c'est vrai que la première fois que tu marches sur le terrain, c'est vrai que tu as une sensation, tu es au milieu du terrain, tu vois tout ce qui se passe autour, c'est assez impressionnant. Et aussi, c'est contrairement au club chez nous, c'est aussi d'énormes structures. Il y a d'énormes enjeux financiers. La pression est quelque chose de beaucoup plus important que tu peux avoir en France. Bien sûr, en France, il y a beaucoup de gens je sais que tous les commerciaux, les choses comme ça, je sais qu'ils ont énormément aussi de travail et de pression. Mais c'est vrai que ici, les sommes sont tellement importantes que tu le sens très vite et il n'y a pas de détour. On te le fait comprendre très vite qu'il faut que tu atteignes tes objectifs. Et c'est vrai que, par exemple, je vois que rien que dans le service, moi qui travaille dans le service, en fait, ticketing, du coup, tout ce qui est vente de billets, euh, on est à peu près une quarantaine de personnes. Donc, et il y a différentes structures. Donc, moi, par exemple, je travaille sur les ventes pour les groupes, mais il y a les gens qui sont dédiés aux ventes à la saison, pour les abonnements à la saison. Après, on a des gens qui sont là en académie de vente. Donc, c'est vraiment, c'est une petite armée. Je pense qu'on doit être à peu près entre 250 et 300 employés, tous services confondus. Donc, c'est vrai que c'est une grosse structure. Et il y a énormément de rôles chez nous. C'est vrai que la façon dont ici, tout est vraiment, tu as une mission et c'est ta mission et tu es dédié à ça. Donc, Et c'est vrai justement, que, tu par vois, exemple, tu me tends une perche, je te coupe en même temps. mhm, Je pense oui, que c'est le oui, moment parfait. Est-ce que tu peux m'expliquer tes missions, du coup, au sein de la franchise? oui. Alors, moi, mon rôle, mon titre, c'est Account Manager Group Sales. Donc, en gros, mon rôle, je suis un commercial, en fait, pour les ventes de billets, pour tout ce qui est groupe de plus de 10 personnes. Donc, je travaille avec des écoles, des églises, des associations, des entreprises, avec des agences de voyage. Donc, je travaille avec énormément de gens et en fait, mon rôle est d'identifier leurs besoins. Donc, j'ai des groupes qui vont avoir besoin seulement de place pour le match. J'ai des groupes, par exemple, quand je travaille avec des entreprises qui vont avoir besoin de place pour le match et ils vont aussi avoir besoin d'RP, donc du coup, d'avoir de la nourriture et des boissons. Donc, du coup, pour eux, je crée un package sur mesure. Et après, on a aussi toute une série de programmes en fait qu'on a déjà
prédéfinis sur lesquels on a déjà travaillé. Et en fait, là, c'est ce qu'on appelle un peu, tu sais, les money can buy experience. C'est vraiment pour faire quelque chose d'unique. Donc, par exemple, on travaille beaucoup avec les studios de danse ou les écoles qui ont des bonnes équipes de danse. Et on leur donne l'opportunité, par exemple, de danser à l'arena en avant-match ou à la mi-temps. Par exemple, ça va être une des expériences qu'ils vont pouvoir faire. Ou alors, on va avoir l'opportunité pour un groupe de venir à la fin du match, de venir sur le terrain des Miami Heat et de pouvoir faire un lancer franc en fait, sur le terrain. Donc, on a aussi tous ces programmes qui sont vraiment dédiés à ce que les gens aient une expérience assez exceptionnelle lors des matchs. Donc, mon rôle, c'est vraiment de trouver des groupes, identifier leurs besoins et après de créer quelque chose sur mesure pour eux pour être sûr de soit les fidéliser et faire qu'ils reviennent chaque année ou alors créer vraiment un moment exceptionnel et faire qu'ils n'oublient jamais en fait ce moment. Ok, et justement, du coup, là, tu me parles un peu de ton métier, de l'expérience que tu fais. Est-ce que aussi tu peux me parler Il y a beaucoup de fans, à mon avis, de NBA en dehors d'être de professionnels. Tu vois, il y a beaucoup de fans de NBA qui n'ont jamais eu la chance de venir voir un match de NBA, de voir un match de basket là aux États-Unis ou même un autre sport aux États-Unis d'ailleurs. Est-ce que tu peux m'expliquer, là, tu me parles d'expérientiel, c'est vrai qu'on ne réalise pas quand on n'y est pas allé. Est-ce que tu peux Mm-hmm. expliquer peut-être à un fan des Heat qui n'a jamais eu l'occasion de venir, l'atmosphère, l'ambiance qui règne finalement dans cette enceinte, quoi? Alors, du coup, c'est vrai que nous, on est connus à travers les États-Unis pour avoir un public avec un tempérament de feu. Ils Ok. sont contents, c'est génial, ils poussent pour toi. Ils sont pas contents, tu vas le savoir très vite. Et c'est vraiment les montagnes russes, quoi. C'est euh, d'un carton à l'autre, ils peuvent être contents, pas contents, donc tu t'ennuies jamais. En fait, c'est vrai que j'ai eu la chance de recevoir soit des amis ou de la famille et de les faire venir sur les matchs. Et ils sont toujours vraiment impressionnés. Que ce soit En fait, quand tu arrives déjà à l'arena, c'est une très belle arena, c'est un espèce de vaisseau un peu. Et tu arrives et c'est super parce que tu as l'eau, on n'est pas très loin du port de Miami, donc déjà le cadre est magnifique. Et en fait, quand tu rentres dans l'aréna, tu as énormément de gens qui t'accueillent, qui veulent te montrer. Donc, déjà, il faut que tu trouves un peu où rentrer. Donc, c'est toujours un peu bizarre au début parce que c'est assez intimidant. C'est vrai que même pour moi, au début, les premières fois, c'était intimidant de savoir où aller. Donc, en fait, quand tu arrives dans l'aréna, tu arrives un peu et tu as tout de suite de l'effervescence. Tu as de la musique. Nous, on a, par exemple, un groupe de musique qui tourne et qui joue de la trompette et du tambour on a notre mascotte qui tourne autour des couloirs. Donc on essaye vraiment déjà avant même que les gens puissent juste voir le terrain, déjà ils sont dans cette atmosphère. Tu as la musique, tu te sens l'énergie monter. Et en fait, nous, ce qui est important pour nous quand ils arrivent, c'est que ils trouvent quelque chose à faire un peu avant le match. Que ce soit manger, ou trouver, par exemple, des maillots, des choses comme ça. Donc, quand tu arrives dans l'aréna, en fait, tout de suite, tu as plein de restaurants, tu as plein de petits magasins et choses comme ça. Donc, les gens, ils aiment beaucoup ça parce que même si tu arrives un peu en avance au match, et alors, c'est vrai que de culture, nous, on arrive souvent une demi-heure en avance au match ou voire une heure. C'est vrai que souvent, je vois beaucoup de touristes et je vois beaucoup de Français qui viennent à Arena et du coup, souvent, je parle avec eux parce que je suis présent sur tous les matchs parce que je m'occupe des groupes en fait à qui je vends des billets, je m'occupe d'eux sur les matchs. Donc, je suis présent sur tous les matchs. Donc, je vois souvent beaucoup de Français et en fait, quand ils arrivent souvent très tôt au match. Alors qu'à Miami, souvent, les gens arrivent au milieu du premier quart-temps. Donc, c'est vrai que les gens, souvent, quand ils arrivent, me demandent mais pourquoi il n'y a personne encore à l'arena. Parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'à Miami, les gens arrivent toujours tard. Donc, et du coup, quand ils rentrent, c'est vrai que tu vois les gens qui sont vraiment émerveillés parce que avant même qu'ils puissent voir le terrain, il y a déjà toute cette effervescence juste dans les couloirs. Et après, souvent, et j'adore voir ça, souvent les gens en fait commencent à filmer quand ils sont dans les tunnels qui t'amènent vers les places. Et tu sens que les gens sont vraiment impressionnés parce que du coup, c'est vrai que les couloirs en fait ce sont des grands cercles. En fait, notre arena elle est ronde, donc c'est un grand cercle en fait. Et du coup, quand tu arrives à l'aréna et que tu vas t'apprêter pour aller vers le terrain,
tu as cette espèce d'énorme toit qui s'ouvre et du coup, tu vois, tu as toutes les bannières de champions qui sont là, tu as tous les maillots des joueurs retraités. C'est vraiment, c'est assez impressionnant. Quand tu arrives, tu vois ça et c'est tout de suite, tu vois que tu es dans une autre dimension, une autre atmosphère et tu as la musique qui est à fond dans l'aréna. C'est quelque chose vraiment d'impressionnant. Ça t'arrive comme une grosse bouffée d'oxygène. C'est waouh! Et tu vois les gens, ils ont les yeux vraiment écarquillés, ils regardent partout parce que d'un coup, tu vois toutes les places qu'il peut y avoir. Comme je te disais, voilà, le terrain, les joueurs qui s'échauffent. C'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. L'expérience de juste rentrer avant même que le match commence. Et justement, en complément avec cette question, est-ce que tu peux me raconter une anecdote qui te vient spontanément, que tu as pu vivre, que ce soit avec ton groupe ou même, je sais pas, est-ce que tu as eu l'occasion de voir un peu de loin, de près des joueurs? Est-ce que tu as une anecdote qui te vient à l'esprit? Alors, moi, j'ai énormément de chance. C'est vrai que, comme je te disais, je m'occupe en fait de tous mes groupes lors des matchs. Donc, et j'aide aussi mes collègues avec leur groupe. Et par exemple, on a un programme qui s'appelle le High Five Club. Donc, du coup, ça donne l'opportunité à peu près 25 gamins de venir sur le terrain. Et en fait, ils tapent dans la main des joueurs quand ils rentrent en fait sur le terrain. Et du Ok, coup, mon rôle très dur est d'être à côté des gamins et d'encadrer les gamins pendant que les joueurs rentrent sur le terrain. c'est Donc, terrible. moi, j'ai eu la chance de. Voilà, du coup, je suis sur le terrain souvent en avant-match. Donc, j'ai vu. Et on a un autre moment qui est assez impressionnant aussi. Ça s'appelle Anthem Bodies. Donc, du coup, avant chaque match, il y a l'hymne américain. C'est marrant parce que ça, c'est quelque chose qui m'a surpris au début parce que nous, on joue pas la Marseillaise avant chaque match de foot ou de basket. Mais ici, c'est une tradition. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que, pareil, on a une vingtaine de gamins et en fait, on les aligne devant les joueurs. Donc, ils sont 30 centimètres devant les joueurs et on les aligne devant les joueurs. Donc, du coup, moi, j'ai toujours la chance d'être juste à côté des joueurs pendant les moments vraiment impressionnants. Donc, j'ai vu LeBron James, Steph Curry, je les ai tous vus. J'étais à 1,2 m, j'ai eu la chance de voir tout ça. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Moi, bien sûr, j'adore travailler dans le sport, mais je suis aussi un fan de sport à la base. Et du coup, de vivre ces moments-là, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. L'une des anecdotes que je retiendrai, j'ai eu la chance de vivre aussi deux mises en retraite de maillot. J'ai vu Chris Bosh et j'ai vu Dwayne Wade l'année dernière. Dwayne Wade qui a été l'un des joueurs les plus marquants de la franchise des Miami Heat, qui a fait partie du Big Three avec LeBron James et Chris Bosh. Ils ont gagné Dwayne Wade a gagné 3 championnats. Ça a été vraiment quelqu'un de très important. Et parce que son numéro, c'était le numéro 3, ils ont fait en fait 3 jours de cérémonie. Donc la première soirée, ils avaient fait une soirée privée où c'était les employés et les gens, les amis intimes de Dwayne Wade qui étaient là pour une rétrospective de sa carrière où les gens venaient témoigner. Le deuxième jour, ça a été lors du match où du coup ils ont fait la mise en retraite de son maillot. Donc tu vois le maillot monter en fait et être installé. Et le troisième jour, c'était le visionnage en fait en exclusivité de son documentaire qui est sorti sur ESPN. Donc ça a été vraiment ça a été vraiment quelque chose d'assez marquant parce que c'est un joueur tellement exceptionnel. Peu importe à qui tu parles aux États-Unis, ils connaissent ce joueur-là. C'est quelqu'un d'une grande classe, vraiment impressionnant, qui a été très important pour la franchise. Et de vivre ce moment-là, de voir toutes les personnalités qui étaient là, c'était vraiment quelque chose de fort. Ce sont des moments que tu retiens. Si on prend du recul un peu sur toute ta carrière, tu sais, que ce soit en France et tu me l'as dit, aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui espèrent travailler dans le sport. En France, il y a beaucoup de gens, malgré tout aussi, qui rêvent de travailler dans un club, parce que c'est vrai que ça attire pour ces raisons-là, hein, Mhm. que tu es en train de me citer, pour toute cette expérience et souvenirs que tu peux avoir par ton métier. Quel conseil tu donnerais? Parce que toi, tu es un Français, tu as réussi à atteindre une franchise NBA, ce qui paraît encore plus impressionnant. Quel conseil tu donnerais à un Français, peut-être à un étudiant qui rêve de travailler dans un club ou même globalement dans un métier qu'il a envie de faire, quoi? Je pense que en fait, il y a deux choses. D'abord, c'est découvrir ce qu'on veut faire et après et voir comment on peut y accéder. Et après, c'est de se connecter aux bonnes personnes qui vont te permettre d'y accéder. Donc, je pense que d'abord, les gens doivent déterminer qu'est-ce qui leur plaît. Du coup, si tu veux bosser dans le sport, parce que le truc, c'est en fait le sport, c'est tellement vaste parce que tu peux être
commercial, tu peux être en marketing, tu peux être en sponsoring, tu peux être en communication, en événementiel. D'abord, il faut que tu comprennes qu'est-ce qui va te motiver. Qu'est-ce qui va te motiver le matin? Qu'est-ce qui va vouloir envie d'apprendre plus sur ton domaine? Par exemple, moi, je sais que j'étais très marketing au début. Tout le début de ma carrière, j'étais très orienté marketing et j'ai découvert en fait la fonction de commercial très tard, vraiment plus en arrivant aux États-Unis. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui me plaisait aussi. Donc maintenant, bah, tu vois, j'essaye de me rattraper, de lire des bouquins, d'apprendre de certaines personnes. Donc, voilà, il faut d'abord que la personne identifie le domaine qui l'intéresse et les missions qui y sont associées et être sûr que c'est quelque chose qui va plaire. Après, tu peux toujours évoluer, hein, bien sûr. C'est avec ta mentalité, tu peux évoluer vers d'autres choses. Mais d'abord, c'est trouver qu'est-ce qui va plaire pour pouvoir créer ce point d'entrée et dire voilà, je veux me lancer maintenant, je vais faire de l'événementiel. Et après, c'est derrière, c'est trouver la bonne personne qui va prendre le temps de parler avec toi, prendre le temps de donner des conseils. Je pense que aussi, il faut pas être trop impatient. Parfois, c'est aussi comme tu fais, par exemple, maintenant, tu vois, parfois, c'est aussi bien de dire, voilà, j'aimerais évoluer dans ce domaine-là. Je voudrais juste apprendre un peu plus quelles sont les missions au quotidien. Pas forcément tout de suite solliciter un travail. D'abord, ça peut être juste, voilà, je voudrais apprendre un peu plus sur le métier. Est-ce que ce serait possible d'échanger 15-20 minutes au téléphone et de découvrir un peu qu'est-ce que vous faites au quotidien? Je pense que souvent, les gens sautent trop vite pour avoir le métier, souvent, ou avoir le stage ou quoi que ce soit. Parfois, c'est bien de juste voilà, discuter avec les gens, essayer d'avoir un peu plus de détails, montrer qu'on est motivé, mais du coup, motivé pour apprendre dessus. Et ensuite, du coup, toujours essayer de rester en contact avec ces gens-là, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que d'ici la première expérience sera peut-être pas avec eux, mais peut-être que d'ici 2-3 ans, une fois qu'on a acquis beaucoup plus d'expérience, on peut revenir et dire, hey, voilà, on avait échangé il y a quelques années. Voilà, maintenant j'ai 2-3 ans d'expérience. Est-ce qu'il y aurait peut-être des opportunités avec vous? On ne sait jamais. Donc, je pense que il faut vraiment essayer de comprendre le milieu et d'essayer de découvrir les acteurs et les gens importants dedans qui peuvent t'aider en fait à grandir et à aller vers ces métiers-là. En fait, c'est vraiment ce qui est important pour moi. Bah écoute, déjà, merci pour ces conseils. Tu sais, avec le média, on en a déjà un peu parlé, mais je termine toujours par la même question qui est de l'objectif du média, c'est de valoriser plein d'acteurs du sport, des gens comme toi qui sont un peu moins médiatisés par rapport à des sportifs professionnels. Et donc, ma question à chaque fois est de savoir à qui tu dirais merci dans ce milieu, une personne qui peut-être t'a tendu une perche, qui t'a permis d'avoir une opportunité, etc. Spontanément, à qui tu penses? Alors, c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer différentes personnes dans ma carrière sportive. Dans le sport, c'est vrai que j'ai plusieurs personnes qui m'ont aidé et qui m'ont vraiment guidé. Il y a deux personnes qui me viennent en tête. Il y a Antoine Aubourg, avec qui j'ai travaillé à Sportis, qui m'a vraiment, ça a été ma première grosse expérience et qui m'a vraiment façonné, qui m'a vraiment appris cette attention du détail, de toujours gratter un peu plus, de pousser un peu plus que ce que tu peux voir, ne pas juste t'arrêter à la simple conclusion. C'est vraiment toujours essayer d'apporter quelque chose aussi, pas juste lire un résultat. C'est essayer de lire un résultat, mais derrière aussi de donner des orientations, donner euh, peut-être des idées pour poursuivre en fait ce qu'on a pu lire, pas juste s'arrêter sur ce que tu vois. Et Antoine Aubourg a été vraiment très important pour moi au début de ma carrière. Et après, quand j'ai été chez Team j'ai eu la chance de travailler avec Aurélia Rabejac, qui m'a aussi beaucoup aidé. Aurélia, elle a vraiment elle avait énormément d'expérience en fait avec des entreprises vraiment importantes. Elle a travaillé chez Canterbury pendant longtemps. Elle connaît elle a appris énormément de choses durant ces années d'expérience et elle était toujours dans la transmission, toujours à m'aider, à me solliciter. Et voilà, parfois, c'est vrai qu'il y a des managers ou des directeurs qui vont, parce qu'ils ont un niveau supérieur au tien,
ne vont pas nécessairement te solliciter ou te poser des questions ou de te demander ton avis, alors que, par exemple, Aurélia était constamment à demander mon avis. Elle disait toujours que, ben voilà, moi, je faisais partie du processus aussi, j'entendais les mêmes choses qu'elle, mais peut-être que j'avais une vision différente, peut-être que je pouvais apporter quelque chose de par mes connaissances différentes. Donc, elle a toujours eu, c'est vraiment cette écoute et toujours là pour écouter les remarques ou les questions que j'avais ou les opportunités. Et c'est vrai que ça, c'est génial parce que ça te permet vraiment de te mettre en confiance, d'avoir quelqu'un qui a autant d'expérience, mais il va quand même prendre le temps de solliciter ton avis et d'écouter ton avis. Donc, ce sont deux personnes qui ont été vraiment importantes pour moi et qui m'ont vraiment façonné, je trouve, pour le travail que je fais maintenant et l'éthique de travail et l'amour aussi du travail que je peux avoir maintenant. Bah écoute, merci beaucoup de ton temps, de ton partage. Et puis en tout cas, je te souhaite vraiment une bonne continuation pour grandir encore au Miami Heat, quoi. Mais merci beaucoup, merci à toi. C'était super sympa de pouvoir faire ça et merci d'avoir pris le temps de me contacter. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur cette vidéo, peut-être à donner d'autres suggestions. Si vous avez des idées de métier, etc., j'essaierai de faire en sorte de réaliser des interviews avec ces personnes-là. Également, si vous avez des questions à poser à Florian Louis, peut-être des conseils à lui demander, etc., rien ne m'empêche moi derrière de le contacter et puis de vous répondre directement à l'écrit. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Grand merci à Philippe Panguero qui m'a permis de réaliser cette interview. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.